Bonjour à tous, nouvelle vidéo, bonne année encore, on a le droit de le dire jusqu'à la fin janvier, et aujourd'hui il y a un titre très provocateur à la clé bien sûr, un peu trop même, mais la thématique mérite d'être traitée, et vous allez voir que cette vidéo va être plus complexe et plus ambiguë bien sûr que ne laisse le présager notre titre, ou même notre miniature. Et c'est un sujet que nous n'avons jamais abordé, le conflit en Ukraine dans sa globalité j'entends. Pas le conflit en lui-même sur le terrain, en tant qu'élément géopolitique qui modèle les relations diplomatiques, les échanges, les perspectives, est-il une catastrophe pour la grande géopolitique française, c'est-à-dire la France en tant qu'entité dans l'histoire? Comme nous l'avons dit, le conflit s'arrêtera un jour, et il faudra alors penser à la place de la France dans un nouvel espace géopolitique, que ce soit l'Ukraine ou la Russie qui l'emporte, ou peut-être même aucun des deux. De toute façon, le rôle de la diplomatie est justement d'arrondir les angles. Et bien sûr, pour rendre cette vidéo YouTube friendly, eh bien nous allons nous inspirer du discours aux ambassadeurs qui date d'août 2019, qui a été fait par le président français Emmanuel Macron. En 2019, Emmanuel Macron pointait du doigt à l'époque les dangers pour la France et le continent européen en tant qu'élément géographique par rapport au conflit qui était latent en Ukraine. Le discours est trouvable sur internet bien sûr, et je vous invite à le lire puisqu'il est très intéressant. Et en parlant de la France, nous venons de sortir le 3e numéro de notre revue numérique entièrement dédié à la France. Nous avons d'excellents articles autour de thématiques en relations internationales, défense, politique, économie, par exemple avec Hervé Macheneau, ancien directeur d'EDF Asie-Pacifique, qui a écrit sur la politique énergétique française, ou encore Ilyes Zouari, qui a produit une excellente analyse sur la francophonie, son rapport à la France, le potentiel inexploité par la politique française, tandis que le monde francophone est lui de plus en plus convoité par les puissances mondiales. On a aussi des articles au niveau du spatial, notre rapport à l'Union européenne, la théorie de la troisième voie de De Gaulle à Emmanuel Macron et bien d'autres thématiques. Si cela vous intéresse et si vous souhaitez surtout nous soutenir, vous retrouverez le lien en description bien sûr, et je vous souhaite bien sûr un très bon visionnage. En 2022, on l'a répété, le conflit en Ukraine a entraîné des réactions en chaîne et une accélération de la tendance géopolitique internationale. Politiquement donc, la France s'est alignée du côté de l'Ukraine face à la Russie dans une logique d'alliance. Souvenez-vous, on a déjà parlé de tout cela dans notre vidéo sur le nouvel ordre mondial et les rapports des pays par rapport à leur alliance, certains pays privilégiant leur alliance avant leurs intérêts nationaux, d'autres privilégiant leurs intérêts nationaux avant ceux de leur alliance. En 2022 donc, la guerre bat son plein en Ukraine, et l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, dans un entretien dans Face à l'info, déclare, une phrase très intéressante, « La guerre en Ukraine n'est pas dans l'intérêt des pays européens, certainement pas de la France, peut-être des Américains. » Nos dirigeants ou anciens dirigeants ont donc une vision, vous le voyez, de la géopolitique française et de ses intérêts. Ils ont même une vision de la France et son rapport à l'histoire, ce qui devient intéressant. Évidemment, dans le contexte actuel, aucun dirigeant français, ni même occidental en fonction, n'ira à contre-courant de la tendance qui est régie par son alliance, ni ne la remettra en question. Vous constaterez que cela changera avec le temps, aux livraisons d'armes, aux combats succéderont les appels à la paix, et il faudra bien trancher un jour la question ukrainienne autour d'une table. Bien sûr, la question qui nous intéresse ici, c'est quelle sera la place et le poids de la France à cette table. Revenons donc en 2019, alors que la crise ukrainienne était totalement gelée, dans son discours aux ambassadeurs, le président français avait déclaré, je cite, que la civilisation occidentale est en déclin et que l'Europe disparaîtra. Il a ensuite souligné deux raisons principales à cela. Premièrement, l'Europe géographique est déchirée par la rivalité croissante des États-Unis et de la Chine. L'Europe se retrouve donc écrasée entre les deux. D'un côté, les États-Unis cherchent à conserver et maîtriser leur leadership mondial plus que jamais, quitte à le faire au détriment de l'Europe. Et de l'autre côté, la Chine cherche à détrôner les États-Unis et obtenir ce leadership mondial. Deuxième point souligné, c'est la rivalité et les valeurs totalement opposées entre une Russie conservatrice et les États-Unis libérales qui menacent de déchirer le continent européen sur fond de tensions post-guerre froide. On constate d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, dans son discours, avait raison sur ce deuxième point. À ces deux scénarios catastrophes donc, la France serait le dernier pays en Europe à pouvoir formuler une proposition politique pour, je cite, sauver le continent européen. L'objectif désigné par le président français est ici de créer un troisième pôle, un pôle européen continental qui s'inscrit au-delà de l'Union européenne et qui dans une certaine mesure n'est pas sans rappeler cette vision que De Gaulle avait lors de son discours en 1959 d'une Europe allant de l'Atlantique à l'Oural. Et c'est pourquoi ce discours qu'on attribue à Emmanuel Macron en 2019 n'est bien sûr pas de sa création originelle, mais est un des fondamentaux de la grande vision stratégique française post-Seconde Guerre mondiale.
Mais cette vision très franco-française n'a pour ainsi dire presque aucun poids aujourd'hui. Elle se heurte à une autre vision européenne, celle de l'Allemagne, mais également aux intérêts anglo-américains sur le continent européen. Pour les anglo-américains, l'objectif est d'abord de favoriser cette rivalité entre la France et l'Allemagne pour poursuivre une logique d'équilibre des puissances européennes et s'assurer que le projet européen ne remette pas en cause le leadership américain. Dans le même temps, ils doivent aussi s'assurer que le continent, simplifié aujourd'hui en Union européenne, demeure le plus uni possible et surtout bien arrimé à l'Amérique. Là est toute la complexité de la géopolitique française qui doit prendre conscience de cette réalité, elle doit naviguer et s'équilibrer entre les alliances et les rivalités. Ne pas être naïve sur sa relation dans le fameux couple franco-allemand, mais ne pas le négliger non plus. Elle ne doit pas être aveugle face aux intérêts des anglo-saxons sans pour autant se détourner de ses partenaires stratégiques. Mais il y a un autre problème, c'est la relation et le poids de la France au sein de l'Union européenne. Or, la France, si elle est présente physiquement, a été éclipsée politiquement et pour cela, il faut revenir au président Jacques Chirac. La présidence de Jacques Chirac, c'est une période charnière en pleine construction européenne, un tournant qui est perdu pour la France puisque par son manque de rigueur, Chirac va en fait éclipser le poids de la France au sein de la politique européenne. Ces deux mandats sont animés par une rivalité très forte avec l'Allemagne qui s'est réunifiée quelques années auparavant et gagne en importance. Chirac s'oppose à l'Allemagne autour de l'imposition de l'euro et du pacte de stabilité. Le président français s'oppose également à ce que les politiques budgétaires et économiques de la France soient pilotées par Bruxelles, plus encore s'ils sont favorables à la politique europhile allemande. En plus de cela, en 2003, sur la question de l'intervention en Irak, vous le savez, Chirac s'y oppose et il enjoint en plus de cela les pays d'Europe de l'Est, qui sont très atlantistes, à se taire. Et cela ne sera jamais pardonné à la France, qui y perdra toute son influence en Europe de l'Est. Ces pays rejoignent l'Union européenne un an plus tard, en 2004. Ils se rangent du côté de l'Allemagne pour la politique économique et du côté des États-Unis pour les questions de défense et de sécurité. En 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, Chirac, toujours désintéressé, permet la victoire du non. Mais il ne permet pas de l'exploiter, ni à la voix de la France de s'imposer ou de proposer une solution politique alternative. Tous les autres pays dans l'espace européen, à l'exception des Pays-Bas, y sont favorables. Son successeur, Nicolas Sarkozy, ratifiera en 2007 le traité de Lisbonne, qui à peu de choses près est le même traité que le traité constitutionnel. La France, qui était pourtant donc un des piliers fondateurs de cette alliance, ne s'est finalement pas imposée in fine. Elle perd alors son influence dans l'Union européenne au profit de l'Allemagne et la situation n'a pas véritablement changé depuis. Le discours d'Emmanuel Macron et sa vision est donc intéressante après plusieurs décennies d'errement de la diplomatie française autour de son rôle en Europe. Mais dans les faits, cette construction d'un troisième pôle, même si elle est teintée d'europhilie pour mieux faire passer la pilule auprès de nos voisins, est anéantie aujourd'hui par trois facteurs et pas des moindres. Le premier facteur, c'est bien sûr la géopolitique et les intérêts américains qui n'ont aucun intérêt à voir un troisième pôle émerger en Europe, surtout un pôle dominé par la France. Déjà en 1919, au traité de Versailles, les anglo-saxons étaient parvenus à ne pas trop fragiliser l'Allemagne, là où la France souhaitait un traité exemplaire pour les dégâts que la guerre avait causés sur son sol. Le prétexte à l'époque était alors de bloquer la progression du bolchevisme en Europe. Une Allemagne trop fragilisée aurait donc été un terreau fertile à la contestation. Alors bien sûr, il est impossible de refaire l'histoire, mais un constat historique très clair, c'est que l'Allemagne de Weimar a en tout cas été un terreau fertile pour le national-socialisme, qui ensuite mènera à la défaite de la France et son déclin à l'international. En 1945, la victoire américano-soviétique impose un partage, ou plutôt un noyautage de l'Europe de l'Ouest et de l'Est, par les deux blocs distincts. Les États-Unis ne parviennent pas, d'ailleurs, à noyauter la France grâce à la politique de De Gaulle. Dans les années 90, l'effondrement de l'URSS entraîne une renégociation des accords, c'est le début des conflits post-soviétiques, Moldavie, Yougoslavie, jusqu'à aujourd'hui en Ukraine, et on sait maintenant d'ailleurs que Chirac, à l'époque, avait proposé un projet de neutralisation de l'Ukraine qui sera refusé par les anglo-saxons, qui n'y ont aucun intérêt. Un deuxième obstacle, alors c'est bien sûr la politique et la séparation de la Russie de l'espace politique européen. Vladimir Poutine, en 1999, c'est un président centriste, libéral, qui incarne les espoirs d'une intégration plus grande de la Russie dans le projet européen. Cette inclusion est soutenue par l'Allemagne et la France, mais les nouveaux pays en 2004, souvenez-vous, tous d'anciens pays soviétiques, rejettent toute inclusion de la Russie. Cette extension rapide de l'Union européenne a été non seulement une aubaine pour les anglo-saxons, mais elle a aussi permis de noyauter l'axe Paris-Berlin-Moscou, qui aurait constitué en effet un sérieux rival économique et politique ancré sur le continent. Du côté de la Russie, cette volonté d'intégration à l'espace européen, elle s'est progressivement érodée.
Vladimir Poutine met un terme définitif à ce processus lors du discours cinglant de Munich en 2007, discours qui marque un tournant vers une politique eurasiste et russophile. En avril 2008 ensuite, au sommet de Bucarest, l'OTAN annonce que la Géorgie et l'Ukraine deviendront à terme des membres. 5 mois plus tard, la Russie intervient militairement contre la Géorgie et le schéma se répétera des années après dans le cas de la crise en Ukraine. Et enfin, un troisième obstacle, c'est l'alliance entre la Chine et la Russie. La grande stratégie française consistait à éviter à tout prix un alignement sino-russe, et le rapprochement avec la Russie était justifié pour permettre d'équilibrer notre puissance et celle du continent européen face à la Chine. Le problème, c'est que la Russie et la Chine ont depuis annoncé leur amitié illimitée. Alors le traité d'amitié entre la Chine et la Russie est en vigueur depuis 2001, mais il a été reconduit quelques mois avant le conflit en Ukraine, et désormais la montée en puissance de la Chine se raccorde à la montée en puissance de la Russie. Dans le cadre du conflit en Ukraine, et tant que ce dernier perdure, la Chine et la Russie ont toutes les raisons pour être des partenaires stratégiques. Pour comprendre cette vision de la France de vouloir créer un troisième pôle en Europe, dominé par un axe Paris-Berlin-Moscou, il faut comprendre ce que la France pense du monde. La France pense que les États-Unis perdent progressivement leur statut d'hyperpuissance et que le point d'équilibre mondial se dirige vers la Chine. À terme donc, il y aurait deux centres de pouvoir, la Chine et les États-Unis, avec au milieu la Russie et l'Europe prises en étau. Dans cette logique donc, la France, l'Europe, la Russie ont donc des intérêts communs pour équilibrer la balance des pouvoirs entre les États-Unis et la Chine et ainsi se démarquer de cette lutte qui dans quelques années pourrait d'ailleurs embraser le Pacifique. Alors maintenant, à quoi ressemblerait cet équilibre, toujours à partir du discours du président français en 2019 ? Eh bien, vous auriez l'Europe géographique, en forme de cercle concentrique. Le premier cercle engloberait Paris et Berlin, c'est-à-dire les deux puissances majeures de l'Union européenne. Vient ensuite la zone euro, puis l'Union européenne des 27, puis le Royaume-Uni, la Turquie, la Norvège, puis la Suisse, puis la Russie. Et chaque cercle successif représenterait en fait une relation plus ou moins souple, avec plus ou moins d'obligations les uns envers les autres. Cette proposition politique conviendrait au plus grand nombre, puisqu'elle tient compte du particularisme des pays qui ne souhaitent pas forcément s'investir pleinement, comme la Turquie, la Suisse, mais aussi bien sûr la Russie. Et dans son discours aux ambassadeurs d'ailleurs, Emmanuel Macron rappelait très bien qu'il fallait revoir la position adoptée avec la Russie, puisque, je cite, « l'Europe n'a sans doute pas adopté sa propre stratégie et a donné l'impression d'être un cheval de Troie pour l'Occident, dont le but final était de détruire la Russie ». Parlons maintenant de la pratique. Cette pratique est bien sûr limitée dans le contexte actuel, mais cet équilibre a commencé à se mettre en place avec la communauté politique européenne, la CPE, qui a été formée sous la présidence française de l'Union européenne, donc par le président français. Et cette CPE compte 44 membres, dont de nombreux pays non membres de l'Union européenne, comme par exemple la Turquie. Elle a tenu son premier sommet à Prague en octobre 2022, mais sans la Russie et la Biélorussie qui devaient théoriquement y participer dans la logique française. Donc au final, c'est-à-dire sans un des éléments centraux de cet équilibre européen, puisque je rappelle que les trois éléments centraux, ce sont la France, l'Allemagne et la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que en plein conflit ukrainien, le président français a suggéré en décembre 2022 de réfléchir à une nouvelle architecture de sécurité en Europe après le conflit en Ukraine, notamment avec des garanties pour la Russie. C'est une proposition qui a été vivement critiquée, mais il est intéressant de voir que la France, malgré tout, conserve sa stratégie initiale en toile de fond, qu'elle cherche malgré tout à développer donc une nouvelle architecture européenne, au sens géographique du terme, et que celle-ci est toujours bloquée par les mêmes. La France comme l'Allemagne sont d'ailleurs assez mesurées sur leur soutien à l'Ukraine, contrairement aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne qui sont dans une confrontation historique. Néanmoins, dans une logique d'alliance, la France espère que l'armement fourni à l'Ukraine lui permettra de peser dans la balance lors des négociations. Ce n'est qu'un avis personnel, mais on peut être dubitatif quant à ce succès puisque dans tous les cas, les États-Unis fourniront toujours plus de soutien et pèseront donc dans les négociations toujours plus que la France. Une question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel est le rôle de la France contemporaine ? La France a été totalement assommée par la Seconde Guerre mondiale. On l'a dit, c'est la présidence de Charles de Gaulle qui a justement mis en application cette doctrine de troisième voie pour redonner à la France un but et un rôle sur la scène internationale. À l'époque, il s'agissait d'une politique d'équilibre qui priorisait les intérêts souverains tout en se positionnant intelligemment dans le grand jeu géopolitique entre les États-Unis et l'URSS.
Or, depuis la démission de De Gaulle, mais aussi et surtout depuis la chute de l'URSS et la naissance constitutionnelle de l'Union européenne, la France n'a plus de but concret ni d'ambition, et elle est mal à l'aise avec le rôle qu'elle doit jouer sur la scène internationale. Ne sachant pas comment se positionner, son rôle est du coup souvent subordonné par défaut à son réseau d'alliances dans lequel elle ne parvient pas forcément non plus à peser ni à fédérer autour d'elle. Et c'est pourquoi en 2019, alors que les États-Unis perdaient tout intérêt pour l'Europe, que la crise ukrainienne était gelée, que la Chine montait en puissance, la France a senti une opportunité de changer la donne et de proposer une alternative. Souvenez-vous d'ailleurs de ce moment où Emmanuel Macron disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. C'est bien là la preuve que la France a essayé de saisir cette opportunité pour s'imposer à nouveau et dépasser enfin la logique d'alliance. Hélas, cette initiative est arrivée bien trop tard. La Russie effectuait déjà un revirement vers l'Asie depuis 2007, voire même surtout depuis 2014 avec la crise ukrainienne. Une partie majoritaire de l'Europe préfère toujours le leadership allemand, plus affairiste, moins porté sur un concept abstrait de troisième voie, et qui surtout ne fait pas de l'ombre aux États-Unis ou à l'OTAN, qui sont toujours considérés comme les meilleurs gages de protection pour les questions de défense pour de nombreux pays européens. Et enfin, en février 2022, vous le savez, la Russie intervient en Ukraine et le projet de troisième voie est scellé pour de bon. Le rêve d'une Europe allant de Lisbonne à Vladivostok est mort, l'axe Paris-Berlin-Moscou est mort, la tentative de la France de ressurgir comme puissance instigatrice d'un nouvel ordre européen est morte. Est-ce que la diplomatie française est aujourd'hui paralysée au XXIe siècle ? À l'échec de la réelle politique française s'ajoute l'échec d'une défense européenne émancipée de l'OTAN. Et en fait l'échec d'une politique européenne tout court émancipée de la politique américaine. La France, en effet, de manière réaliste, ne peut pas à elle seule garantir de manière crédible, dans l'état actuel des choses, la sécurité de l'Europe centrale et orientale, et donc fidéliser ces pays, qui sont souvent hostiles, au projet d'une grande Europe et d'un axe Paris-Berlin-Moscou. L'Allemagne également, qui est un des piliers de cette troisième voie, fait aussi cavalier seul, et sa priorité actuelle tient davantage sur la sauvegarde de son outil de production, son industrie, qui nécessite une politique conservatrice plus qu'un projet français largement abstrait qui leur vient de l'autre côté du Rhin. Le fait est que la politique occidentale et européenne est faite à Varsovie, à Budapest, à Prague, à Berlin, au moins autant qu'elle est faite à Washington. Et la réalité de la situation, c'est qu'il ne suffit pas que la France dénonce l'influence américaine dans les affaires européennes, puisque cette influence américaine, elle répond à une demande. Et s'il n'y avait pas cette demande, cette influence ne serait pas présente. Il faut donc sur le long terme que la France trouve un moyen de remplacer cette demande aux yeux de ceux qui en ont le plus besoin. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, compte tenu du contexte actuel, le prix à payer pour aller de l'avant et reforger un axe Paris-Berlin-Moscou, reforger une troisième voie, renouer un dialogue avec la Russie, est devenu beaucoup trop élevé dans le contexte actuel. Souvenez-vous toujours, le poids des alliances est supérieur au poids des nations en Occident. Le grand problème, c'est qu'encore une fois, la France passe à côté de l'histoire et sa proposition intervient avec 20 ans de retard. Aujourd'hui, ni la Russie, ni les États européens n'accepteraient jamais une rénovation de l'architecture de sécurité européenne, d'autant plus que les États-Unis ont toujours la présence de leurs troupes en Europe et que l'OTAN a regagné en importance avec le conflit en Ukraine. Ce qui est très évocateur quant à la paralysie de la diplomatie française, c'est ce qui s'est passé en décembre 2021. La Russie envoie un ultimatum aux États-Unis, ni même à la France, ni même à l'Allemagne qui ne sont même pas considérés, et le président russe s'est ensuite envolé pour la Chine, sceller son alliance. Et là, c'était le pire scénario possible pour la France, comme on l'a expliqué plus tôt. Et la conclusion de tout cela, c'est que si la Russie se range véritablement du côté de la Chine sur le long terme, alors la France, elle, devra vivre plus longtemps dans le sillage de l'Amérique. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre compte Telegram pour avoir de l'information supplémentaire. Notre revue numérique est bien sûr disponible via le lien en description et en top commentaire. Vous avez les 3 numéros qui sont disponibles à votre gré. Le dernier numéro porte sur la France, mais vous avez aussi le premier sur la Russie ou encore un autre sur la Chine. Vous pouvez également souscrire à un abonnement qui vous permettra d'avoir le dernier numéro, plus les 3 prochains qui arriveront. Je rappelle que c'est notre trimestriel numérique et que c'est très important si vous voulez soutenir notre chaîne. Merci à tous et à la prochaine.